Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'Aslan, le vrai roi de Narnia. Il est temps d'évoquer un antagoniste, c'est-à-dire un personnage rival du héros. Nous allons aujourd'hui parler du méchant le plus célèbre du monde de Narnia, en l'occurrence il s'agit d'une méchante, à savoir la sorcière blanche. Le personnage est évoqué principalement dans deux ouvrages, que je vais citer dans l'ordre où ils ont été écrits. On parle bien évidemment de la sorcière blanche, dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, première chronique de Narnia. Dans l'adaptation au cinéma, elle est merveilleusement interprétée par l'actrice britannique Tilda Swinton, qui parvient à bien retranscrire le caractère inflexible de l'antagoniste. Son physique particulier s'accorde bien avec la froideur qui se dégage du personnage. Nous retrouvons la sorcière blanche dans la préquelle écrite plus tard, Le neveu du magicien, qui raconte comment le personnage s'est retrouvé propulsé dans le monde de Narnia au moment de sa création. Notons que la sorcière blanche est évoquée dans Le Prince Caspian, le nain Nicabrique ayant l'idée de l'invoquer pour la faire revenir. Dans le livre, elle n'apparaît pas, elle est juste évoquée. L'adaptation au cinéma a choisi de la faire s'incarner dans une scène de quelques minutes. Dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, la première vision que nous avons du personnage est celle de sa rencontre avec Edmund, entré dans le monde de Narnia à la suite de sa sœur Lucie. La sorcière est ainsi décrite par la chronique. Elle était emmitouflée jusqu'au cou dans de la fourrure blanche. Elle tenait dans sa main droite une longue baguette rigide en or et elle portait une couronne d'or sur sa tête. Sa figure était blanche, pas seulement pâle, mais blanche comme de la neige ou du papier ou du sucre glacé, à l'exception de sa bouche qui était très rouge. C'était d'ailleurs une belle figure, mais orgueilleuse, sévère et froide. Fin de citation. Les origines de la sorcière sont assez baroques. Écoutez ce dialogue entre Peter et Monsieur Castor. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Monsieur Castor, dit Peter. La sorcière n'est-elle pas un être humain ?»« Elle aimerait bien que nous le croyions, dit Monsieur Castor, et c'est sur cela qu'elle fonde sa prétention à être reine. Mais elle n'est pas une fille d'Ève, elle descend de la première femme de votre père Adam, que l'on appelait Lilith. Elle était l'une des djinns. Voilà d'où elle descend d'un côté. Et de l'autre côté, elle descend des géants. Non, il n'y a pas une goutte de vrai sang humain chez cette personne. » Fin de citation. Avec ce que nous avons évoqué jusqu'ici, on note au moins 3 sources d'inspiration qui ont amené C.S. Lewis à créer ce personnage. Il y a une évocation de la mystique juive tout d'abord. En effet, l'allusion à Lilith, première femme d'Adam, ne figure pas dans la Bible utilisée par les Israélites ou les chrétiens. Il s'agit d'une légende très tardive du Moyen-Âge qu'on retrouve dans un écrit appelé l'alphabet de Ben Sira. Les propos de Castor font aussi référence aux djinns. Il s'agit là d'êtres surnaturels invisibles évoqués notamment dans le Coran. Enfin, dans le livre Au cœur de Narnia, Colin Duriez relève une 3e source d'inspiration. La sorcière blanche n'est pas sans rappeler la Reine des Neiges, dans la nouvelle du même nom de Hans Christian Andersen, en particulier lorsque le jeune Kay rencontre la Reine des Neiges sur son traîneau. La préquelle, Le neveu du magicien, nous en apprend plus sur le passé de la sorcière blanche. Nous savons notamment qu'elle a un nom, elle s'appelle Jadis. Les héros Polly et Diggory la rencontrent dans un univers mort appelé Sharn. Il s'agit d'un monde post-apocalyptique qui a manifestement subi un cataclysme d'envergure gigantesque. Tous les monuments de la cité visités par les enfants sont en ruine. À titre personnel, j'aime beaucoup me replonger dans cette chronique pour ces quelques pages dédiées au monde mystérieux de Sharn. Ça donne l'impression d'explorer une cité ancienne. Si vous connaissez pas, je ne peux que vous recommander de lire Le neveu du magicien. C'est donc dans ce monde que nous voyons pour la première fois la sorcière en interaction avec des héros. Elle semble tout d'abord aller dans le sens de l'intérêt de Polly et Diggory. Elle les aide à s'échapper du monde de Sharn qui s'écroule.
Cependant, la suite des événements nous montrera le vrai visage de Jadis. La chronique nous raconte l'origine d'un lieu bien connu de Narnia. En effet, la sorcière prend en main un bout de barre de fer issu d'un réverbère londonien et tente de le lancer sur Aslan. Le bout de fer rebondit et voici ce que raconte la chronique. « Vous ne voyez pas ?» demanda Diggory. « C'est là que la barre métallique est retombée, la barre que la sorcière a arrachée sur le réverbère chez nous. Elle s'est enfoncée dans le sol et elle réapparaît sous forme d'un jeune réverbère, à présent plus si jeune que ça. Il avait déjà atteint la taille de Diggory pendant que celui-ci parlait. » Fin de citation. Voici donc l'origine du fameux réverbère de Narnia qui donne son nom à la région du monde connue sous l'appellation la lande du réverbère. Ce lieu est symbolique. En effet, si nous lisons les chroniques dans l'ordre de leur rédaction, c'est le premier lieu que nous découvrons du monde de Narnia. Comme un écho à ce premier lieu découvert, c'est aussi de cette région, la lande du réverbère, que viendra un mal plus grand encore que la sorcière blanche. Mais ça, c'est une autre histoire, nous en reparlerons une prochaine fois. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.